Hi everyone, this is our channel Around My Story. Please like, share and subscribe. À l'âge de 15 ans, je m'occupais de ma mère malade, de mon père alcoolique et de mon jeune frère. Je travaillais dans une pizzeria pour que ma famille ait de quoi manger. Ma mère souffrait d'une maladie mentale. Ses hallucinations étaient effrayantes. Parfois, elle détruisait des choses dans la maison. Mon père se rendait physiquement malade en buvant trop. Il était souvent en retard au travail et sa vue se détériorait. Je devais m'occuper de mon frère de 6 ans. Je restais éveillée la nuit et lorsque je m'endormais enfin, je faisais des cauchemars dans lesquels je voyais mon père mourir ou mon frère être emmené. Pour faire face au stress, j'ai commencé à faire des choses comme mon père à l'automne de ma première année de lycée. Cela a détendu tous les muscles de mon corps. J'ai bien accueilli l'engourdissement, mais mon père n'en a pas fait une bonne image. J'ai donc arrêté et essayé une autre drogue à la place. Un jour, au printemps de ma première année, mon ami m'a offert une pilule. J'ai hésité, puis j'ai accepté. 20 minutes plus tard, je me sentais heureuse et légère, comme si mon corps était un nuage. Tout le stress et les soucis concernant ma famille ont disparu pendant des heures. Après cette seule pilule, j'en voulais plus. Mon ami connaissait un dealer, alors je lui donnais l'argent et il m'en donnait plus. Ces pilules n'étaient pas bon marché et mon salaire de la pizzeria n'était pas suffisant. J'ai demandé à mon ami, « Tu connais quelqu'un qui pourrait me trouver un meilleur emploi ou autre chose ?» Il m'a répondu, « Pas vraiment. J'ai quelqu'un qui pourrait probablement t'aider, mais ce n'est pas exactement un travail légal. » Je savais qu'il faisait référence au dealer. J'avais besoin d'argent. Quelques jours plus tard, j'ai rencontré Victor, le dealer, devant sa maison. Il m'a invité à entrer. Sa maison était faiblement éclairée, mais beaucoup plus belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Victor m'a dit de m'asseoir. J'ai essayé d'être confiante et lui ai dit que je cherchais à gagner de l'argent. Il a acquiescé. Comme vous êtes un client fidèle, je vais vous proposer quelque chose. As-tu déjà vendu avant? Mes yeux se sont élargis et mon cœur a sauté un battement. Non. Il a hoché la tête et m'a tendu un sac en disant comme test. Il m'a donné des instructions puis a dit « Je ne joue pas avec mon argent. Si je découvre que tu me trompes de quelque façon que ce soit, ce ne sera pas joli, compris ?» J'ai hoché la tête et j'ai quitté sa maison, mon cœur battant la chamade. J'étais effrayée mais excitée de commencer à gagner de l'argent. Après avoir vendu mon premier lot, Victor est venu me chercher à l'école dans sa voiture. Je lui ai donné l'argent. Il avait l'air content et m'a proposé de m'en donner plus. Bientôt, j'apportais à Victor de l'argent qu'il ne pouvait même pas gagner. Je pouvais maintenant m'acheter des choses. Le fait d'être défoncé m'a permis de m'occuper de ma famille sans me sentir accablé ou anxieux. Quand j'étais sobre, je n'arrêtais pas de m'inquiéter de tout ce qui pouvait arriver à mon père, à ma mère et à mon frère. Mais après avoir pris une pilule, je flottais au-dessus de mes problèmes et mon esprit était vide. Les pilules m'ont même aidé à échapper au cauchemar. Bientôt, j'avais besoin d'une pilule toutes les quelques heures. Si je n'en prenais pas, j'avais des douleurs dans tout le corps et de graves maux de tête. Pendant ma première année de lycée, certains de mes amis d'enfance ont commencé à s'inquiéter de mon attitude suspecte. À l'extérieur, je souriais et rassurais mes amis. À l'intérieur, j'avais honte. Allais-je vraiment comme mon père et me détruire comme ça? Mes parents n'ont pas remarqué ou ne se sont pas souciés de ce que je faisais, même lorsque je prenais une pilule devant eux. Un jour, je me suis évanouie à la maison. Je me suis réveillée couvert de vomi sur le sol de ma chambre. Ma mère est entrée dans la pièce et m'a regardée. Elle n'a pas dit un mot, elle est juste sortie. Je m'attendais à ce qu'on me crie dessus, pas à ce silence froid. C'était mon pire moment. Allongée dans mon vomi, avec ma mère qui semblait indifférente. J'ai réalisé que j'étais seule. J'étais la seule à pouvoir prendre soin de moi, et je devais m'arrêter. Mais les symptômes de manque étaient si forts que je ne pouvais pas passer une journée sans prendre une pilule.
J'ai appelé mes grands-parents au début de ma première année et je leur ai demandé de venir chercher mon petit frère pour vivre avec eux et ils ont accepté. Pendant cette période, je me défonçais encore beaucoup, mais j'ai réussi à prendre la décision la plus intelligente de ma vie. J'étais fière d'avoir sorti mon petit frère de ce pétrin. Au début de ma dernière année, je travaillais toujours à la pizzeria et je dînais toujours pour Victor. Mon père était physiquement malade et ma mère était déconnectée de la réalité. Une nuit, environ 1 an après le départ de mon frère, la clarté est venue alors que j'étais allongée en silence dans ma chambre. J'allais passer mon baccalauréat le semestre suivant et je devais faire face à l'avenir. Mes grands-parents étaient âgés. Qu'arriverait-il à mon frère une fois qu'il serait parti? Que m'arriverait-il si je continuais à prendre des pilules? Moi seule pouvais changer ma vie. Je savais que j'étais dépendante et que la première étape pour devenir sobre était de me l'avouer. J'ai pensé à toutes les décisions stupides que j'avais prises. J'aurais pu simplement rester à l'écart. Mais maintenant, 3 ans plus tard, cette honte me titille parfois et me rappelle que je ne veux jamais y retourner. Puis, en octobre de ma dernière année, j'ai agi. J'ai vendu mon dernier lot, j'ai donné son argent à Victor et je lui ai dit que je ne vendrais plus rien. Il m'a laissé partir assez facilement. J'ai cherché les symptômes de sevrage. Je savais que je devrais manquer l'école aussi, parce que j'avais lu que le sevrage physique dure 1 semaine. C'était encore pire que ce que j'avais lu. J'avais mal partout et je me sentais extrêmement faible. Je tremblais et je vomissais plusieurs fois par jour, au point que mon vomi n'était plus que de l'eau. Je transpirais, mais j'avais froid. Je n'avais pas les moyens d'aller dans une cure de désintox. Toute la semaine, je suis restée allongée dans mon lit. J'avais dit à quelques amis proches que j'arrêtais de fumer et que je les appellerais pour leur dire comment je m'en sortais. Ils m'ont dit qu'ils étaient fiers de moi et qu'ils seraient toujours là pour moi. J'ai réalisé que je n'avais pas à affronter mes démons seule. Ma mère continuait à se parler à elle-même dans le salon, tandis que mon père faisait ce qu'il fait toujours. Mais j'avais des amis pour me soutenir dans les moments difficiles. J'ai manqué presque 1 mois d'école et ma moyenne a beaucoup baissé. En fait, ce trimestre-là, j'ai échoué à 2 cours à cause de mes absences. Je savais que si les gens connaissaient ma situation réelle, je pourrais être placée en famille d'accueil. À ce moment-là, je ne voulais pas être séparée de mes parents, alors j'ai dit à mes professeurs que j'avais des problèmes familiaux. Certains professeurs avaient entendu des rumeurs selon lesquelles je prenais des pilules. Mon professeur d'anglais m'a dit « Je suis fière que tu aies décidé de changer pour le mieux. Tu es une fille intelligente et j'espère que tu resteras sur le bon chemin. » Sa réponse m'a presque fait pleurer. Je n'avais jamais entendu personne, pas même mes propres parents, me dire qu'ils étaient fiers de moi. Une fois que je suis retournée à l'école, j'ai fait tous mes devoirs. Je n'ai jamais manqué un cours et j'ai eu d'excellents résultats à tous les examens. Je suis entrée à l'université. J'étais enfin sur la bonne voie. Mais la vie n'est pas devenue beaucoup plus facile une fois que j'étais sobre. L'entrée à l'université était accablante car je n'étais pas habituée à la quantité de travail demandé par les professeurs. Il était difficile de rester sobre malgré les doutes. Je croyais que je n'étais pas assez bonne pour l'université et que si je faisais une petite erreur, je retournerais à la case départ. Au lieu de m'engourdir, j'affronte mes démons et je les libère. C'est bien mieux que de ne rien ressentir du tout. Il y a beaucoup de raisons de détester quelqu'un. Peut-être qu'il vous a fait du mal, peut-être qu'il est grossier ou qu'il vous a blessé. Il y a beaucoup de raisons. Mais détester quelqu'un parce qu'il a plus de succès, au point de vouloir le tuer, c'est un peu tordu à mon avis. Je m'appelle Célina. J'ai 17 ans. Ma mère est une chef cuisinière très célèbre. Elle a même sa propre émission de cuisine que beaucoup de gens regardent dans tout le pays. Elle est douée et très créative. Elle a aussi une grande personnalité. Elle s'est occupée de nous toute seule après la mort de mon père dans un accident d'avion. Tout a commencé en cuisinant le plat préféré de ses voisins. Maintenant, elle est connue dans tout le pays. Elle a été invitée dans plusieurs émissions de télévision où elle a raconté son histoire inspirante. Je suis tellement fière de ma mère. Tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est grâce à elle. Tout le monde l'aimait. Enfin, tout le monde sauf Katrina. Katrina était la chef vedette
avant qu'il ne laisse ma mère diriger l'émission de cuisine, malgré ses talents de cuisinière qui ont fait perdre énormément d'argent à l'émission. Le meilleur mot que je puisse trouver pour le décrire est un serpent rampant. Sa jalousie et son mépris envers ma mère sont insupportables. J'ai toujours eu l'impression qu'elle complotait contre ma mère. Ce qui est un peu ridicule, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. De temps en temps, je disais à ma mère de faire attention et de se méfier de Katrina. Mais elle me disait toujours que tout allait bien, que même si Katrina ne l'aimait pas, rien n'allait se passer. Alors je souriais, un peu nerveuse et un peu inquiète. Je ne pouvais pas savoir qu'elle serait bientôt confrontée au danger. C'était le jour de Thanksgiving. Maman faisait toujours une sorte de gâteau spécial que nous aimions tous dans l'émission pour que les gens puissent l'essayer à la maison. Ce jour-là, maman avait préparé le gâteau. Tout ce qu'elle avait à faire était de le couper devant le public. Nous avons donc ramené le gâteau de la maison au studio, puis nous l'avons donné à l'équipe des accessoires pour qu'ils le préparent, et le programme a commencé. J'étais parmi le public dans le studio. Ma mère était en pleine forme, préparant une recette après l'autre. Jusqu'au moment où le gâteau est arrivé, ma mère était en train d'expliquer au public, et j'ai entendu un tic-tac. Je ne savais pas d'où il venait, mais il devenait de plus en plus fort. Ma mère parlait toujours au public, quand j'ai soudain réalisé que le gâteau était la source du tic-tac. Je me suis levée et sans réfléchir, j'ai crié « Maman, attention !» Maman m'a regardée et j'ai montré le gâteau. Et avant que je puisse dire quelque chose de plus, le gâteau a explosé. Heureusement, maman n'était pas dans la trajectoire de l'explosion. Après cela, le programme s'est arrêté. Ils ont appelé le type qui nous avait pris le gâteau à notre arrivée. Ils l'ont questionné. Il a dit qu'une femme l'avait porté dans le studio et l'a décrit. Ils ont cherché la femme dans tout le studio. Mais tout ce qu'ils ont trouvé, c'est une perruque et une paire de lunettes dans la loge. Alors ils ont vérifié les caméras de sécurité et ont découvert ce qui s'était passé. Katrina s'était déguisée et avait échangé le gâteau. La police a dit qu'elle chercherait jusqu'à ce qu'elle la trouve. Et j'étais heureuse que ma mère soit en sécurité, mais je n'oublierai jamais ce qui s'est passé ce jour-là aussi longtemps que je vivrai. Vous savez, parfois la vérité est encore plus étrange que la fiction, surtout si vous avez un sombre secret dans votre vie qui vous mettra en danger s'il était révélé. C'était mon cas. Et voici mon histoire. Je m'appelle Charlotte et j'ai 17 ans. Je vis avec ma mère. Mon père est décédé avant ma naissance, alors ma mère a dû m'élever toute seule. Ma mère savait tout de moi. Mes études, mes amis. Elle avait certaines règles que j'étais censée suivre. Par exemple, il était interdit de manger à l'extérieur, je ne pouvais pas être amie avec quelqu'un sans qu'elle sache tout sur lui avant, etc. Je trouvais ces règles assez paranoïaques, et je lui ai demandé pourquoi elle imposait de telles restrictions pour que je me fasse des amis. Elle m'a répondu simplement que, de nos jours, on ne peut faire confiance à personne. Mais ce n'était pas une réponse très satisfaisante. Et quand je lui ai demandé ce que cela signifiait, elle n'a rien dit de plus. En grandissant, ces règles me déconcertaient encore plus, et je ne pouvais pas m'empêcher de me demander si elles avaient un rapport avec mon père, dont je ne savais rien. Maman disait toujours qu'il était un trouble-fête, et elle me disait que tout serait clair pour moi avec le temps. Un jour férié, j'ai rejoint un nouveau groupe. Nous avons fait beaucoup de concerts. C'était génial! J'étais douée pour jouer de la musique et chanter. Quand nous sommes allés camper, nous avons rencontré des étudiants d'autres pays. Nous nous sommes fait beaucoup de nouveaux amis et nous nous sommes amusés ensemble. Nous avons même eu la chance d'accroître la notoriété et la réputation de notre groupe. Après notre première représentation au camp, une fille asiatique s'est approchée de moi et m'a serré dans ses bras en disant « Charlotte, tu m'as beaucoup manqué !» Prise au dépourvu, j'ai demandé « Est-ce que je te connais ?» Elle m'a encore surprise en disant « Tu ne me reconnais pas ? Je suis Marie, ton amie !» J'ai souri et j'ai répondu « Tu dois te tromper, je ne te connais pas. » Après avoir insisté sur le fait qu'elle était bien mon amie, elle s'est excusée et est repartie en courant rejoindre ses amis. Bizarre. Maintenant que j'y pense, j'ai souvent eu l'impression étrange que quelqu'un m'observait partout où j'allais.